à tous. Alors, on est aujourd'hui au 77 avenue de Ségur, dans les locaux de la Direction interministérielle de la transformation publique pour ce mois de l'innovation publique. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. On a énormément d'événements et plein de choses à voir. Donc, aujourd'hui, on est 4. On a une de nos intervenantes qui est à distance, mais on va parler maintenant d'éco-responsabilité dans le secteur du sport et de la culture. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'éco-responsabilité dans le secteur du sport et de la culture ? Parce que l'éco-responsabilité, c'est un des sujets de ce mois de l'innovation publique. Et comme on est une direction interministérielle, on s'est dit que c'était important de parler de partenariat, de mutualisation de bonnes pratiques. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de 4 super intervenants. Alors, je vais leur laisser la parole pour se présenter chacun leur tour. Donc, bonjour Amandine Singla, vous travaillez au ministère des Sports à la mission sur l'éco-responsabilité, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, je travaille du coup à la mission sport et développement durable. Et donc, on a en charge l'accompagnement de tout l'écosystème sportif sur les sujets de développement durable et d'éco-responsabilité. Viviane Fraisse, donc vous travaillez pour la Fédération française de tennis, pas de tennis de table. Et vous êtes en charge du RSE, c'est bien cela ? Oui, c'est ça, responsable de la RSE à la Fédération de tennis. Et je suis là surtout dans le cadre de l'organisation de nos événements, et y compris le tournoi de Roland-Garros ou le Rolex Paris Masters. Super. François Laurent, donc vous travaillez au ministère de la Culture et vous êtes délégué ministériel aux Jeux Olympiques, un gros sujet, et Paralympiques. Pardon, excusez-moi. Oui, absolument. Je suis donc, depuis le printemps dernier, effectivement, j'ai été désigné pour effectivement suivre pour le ministère de la Culture les Jeux Olympiques et Paralympiques, puisque contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a une dimension culturelle très forte dans ces Jeux Olympiques. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir, et ça justifie pleinement, effectivement, que le ministère soit pleinement investi sur le sujet. Super, on va laisser la parole à notre 4e intervenante, Marilyn Lair, qui est à distance. Alors Marilyn, vous êtes derrière moi, je ne vous vois pas beaucoup, mais je vous laisse vous présenter. Merci. Donc bonjour à vous, Marilyn Lair. Donc moi je suis directrice du collectif des festivals. On est une association bretonne et on accompagne depuis 15 ans les festivals de la région dans leur démarche de développement durable. Super. Alors, je vous propose de commencer cette table ronde avec une petite entrée en matière. On a parlé tout à l'heure, lors de la table ronde précédente, d'éco-responsabilité dans le secteur de la culture. Et là, on est en train de faire un petit focus sur ce parallèle entre le monde du sport et le monde de la culture. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire ce parallèle ? Sur quoi on peut mutualiser en termes de bonnes pratiques, d'idées, d'innovation ? Et est-ce que c'est des enjeux qui sont les mêmes en termes d'enjeux utilisateurs ? Est-ce qu'on a un public qui est similaire ? Est-ce qu'il y a des choses qui se recoupent ? Je voudrais laisser la parole à François Laurent, parce que comme vous êtes en charge de ce beau sujet qui est les Jeux Olympiques et Paralympiques, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce côté plutôt intersectoriel ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément immédiatement évident pour tout le monde. Quand on pense aux Jeux Olympiques et Paralympiques, on pense avant tout aux épreuves sportives qui vont se dérouler à Paris, en Île-de-France et dans toute la France. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez en tête encore cette tribune du Monde qui date de septembre 2020, où 138 sportifs de haut niveau reprochaient, regrettaient quand même qu'il y ait encore cette dichotomie faite systématiquement entre sport et culture. Il se disait quand même, on en est encore là aujourd'hui à opposer sport et culture, à dire que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 vont être encore un projet pharaonique, dispendieux, peu respectueux justement de développement durable, et puis très parisien. Et en fait, c'est vrai que c'était sans doute dommage qu'on en soit encore là, parce que quand on regarde les choses d'un petit peu plus près, on voit quand même que la candidature de Paris sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, elle s'est faite sur des bases justement, alors on verra, mais je suis confiant, mais sur des bases qui sont loin d'être celles qui ont été parfois reprochées par les détracteurs des Jeux Olympiques
olympiques et paralympiques. Il y a une volonté justement d'avoir des jeux le plus vertueux possible sur le plan budgétaire, en essayant au maximum d'utiliser les équipements existants, en mettant en place, ça en termes de développement durable, c'est pas neutre du tout, hein. Donc d'utiliser au maximum les équipements existants, en prévoyant la construction d'équipements mais qui serviront notamment en Seine-Saint-Denis aux populations qui y vivent et qui sont souvent finalement sous-dotées en équipements sportifs. Ce sont aussi des jeux qu'on veut, comment dirais-je, pas exclusivement justement parisiens. C'est vrai que ce sont les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc Paris est la grande ville hôte de ces Jeux, mais on sait très bien que la Seine-Saint-Denis sera aussi aux premières loges hein, de ces Jeux olympiques et paralympiques. Mais pas seulement, c'est pas uniquement Paris, la Seine-Saint-Denis, l'Île-de-France, mais c'est une grande partie de la France, une grande partie des régions françaises, puisque des épreuves olympiques se dérouleront aussi bien à Marseille, qui sera un haut lieu des Jeux olympiques et paralympiques, avec des épreuves notamment de voile, mais également à Saint-Étienne, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Lille, à Villeneuve-d'Ascq. C'est dire que beaucoup de régions vont être impactées par les Jeux olympiques et paralympiques. Et le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 et son président Tony Estanguet ont créé un label Terre de Jeux qui permet aussi à de très nombreuses collectivités qui le souhaitent et qui ne sont pas forcément impactées par les épreuves olympiques et paralympiques de rentrer si j'ose dire, dans la danse. Donc c'est vraiment un enjeu très, très national. Ça, c'est aussi un point important. Je tiens aussi à dire que l'enjeu du développement durable est au cœur des préoccupations des organisateurs des Jeux, hein. Donc on l'a déjà dit, il y a cette volonté de ne pas multiplier les équipements sportifs spécifiquement pour ces Jeux olympiques et paralympiques. Ça a été le cas à Athènes. On a vu le résultat après les Jeux d'Athènes, hein. Ça a été vraiment assez consternant de voir. Je me suis moi-même rendu plusieurs fois en Grèce et je voyais les anciens sites olympiques qui étaient complètement abandonnés. Enfin, c'est vrai que c'était une hérésie en termes de développement durable, c'est clair. Je pense qu'on n'est pas du tout dans ce cas-là pour les Jeux de Paris 2024. Et il y aura une volonté de multiplier tout ce qui permettra justement d'être le plus respectueux possible de développement durable. Je pensais à deux équipements importants qui vont être le village olympique, où vont être accueillis tous les athlètes et leurs accompagnants, le village des médias. Et là aussi, tous ces grands équipements vont servir après aux habitants de la Seine-Saint-Denis qui pourront trouver des logements à leur disposition à partir de là. Donc il y a une réflexion quand même peut-être de l'héritage justement des Jeux qui n'est pas du tout déconnecté des questions de développement durable. Alors sur sport et culture, c'est vrai qu'avec les Jeux olympiques, on est effectivement dans cette logique-là. Les gens ne le savent pas forcément. C'est vrai que les Jeux olympiques et paralympiques sont l'occasion de réunir sport et culture. Et je rappelle tout de même que c'était l'idéal de Pierre de Coubertin. Et effectivement, il y a eu sept, je vous me corrigerez si je dis une bêtise, mais je pense qu'il y a eu 7 éditions entre 1912 et 1948 où il y avait des épreuves olympiques culture, hein, des épreuves olympiques de peinture, de littérature, de musique, j'en oublie sans doute, d'architecture. Hein, donc okay. C'était quand même l'idéal voulu par Pierre de Coubertin, qui voulait retrouver des jeux qui associent vraiment les arts et le sport. Et je vous le répète quand même, 7 éditions avec des épreuves olympiques dans le domaine de la culture. Ça a été abandonné au profit finalement d'une grande saison culturelle qu'on appelle l'Olympiade culturelle, hein, qui doit se dérouler normalement à la fin des Jeux qui se terminent, donc ce Tokyo en l'occurrence pour nous, et qui doivent s'achever avec le début des Jeux olympiques et paralympiques, avec notamment l'ouverture des Jeux olympiques en juillet 2024. Et ceci dit, ça ne se termine pas là, puisqu'après, il y aura un festival olympique, il y aura les cérémonies d'ouverture qui seront en elles-mêmes des grands événements culturels. Donc c'est dire à quel point ces jeux sont très associés à la culture, et l'Olympiade culturelle est une des mesures phares du plan héritage qui est porté par puisque vous savez qu'il y a un délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, c'était Jean Castex, qui était ce délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, et le secrétaire général actuel du ministère de la Culture, qui était son délégué adjoint. Aujourd'hui, donc, vous avez le préfet Michel Cadot, qui est le délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, et qui porte donc ce plan héritage qui comprend 170 mesures, 24 mesures concernant la culture, et dans les 24 mesures culture, il y a cette mesure phare qui est la mesure olympiade culturelle. Et donc, mon travail notamment est de préparer cette Olympiade en liaison étroite avec le comité
comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, et de mobiliser à la fois les opérateurs du ministère de la Culture, le ministère à la tutelle sur plus de 80 opérateurs et qui sont très intéressés par cette magnifique et exceptionnelle manifestation que sont les Jeux. Donc ça va des grands musées, le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée du Quai Branly et bien d'autres, sans oublier les établissements de spectacles vivants. La Philharmonie de Paris a des projets extraordinaires, l'Opéra de Paris a prévu aussi des choses. Enfin, j'en passe. C'est le Centre national de la cinématographie a des projets d'éducation à l'image associant le sport, enfin j'en passe. Et évidemment, nos grands opérateurs que sont Radio France et France Télévisions seront évidemment pleinement engagés dans l'événement. Autant vous dire que nous mobilisons tous les acteurs culturels au service du sport, au service de ces magnifiques événements que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et la ministre a eu l'occasion le 1er juillet dernier, de réunir au Mobilier National, le Mobilier National, entre parenthèses, qui est un de nos opérateurs, qui va réaliser la grande tapisserie des Jeux Olympiques. Donc on a dévoilé le 1er juillet, Tony Estanguet et la ministre Roselyne Bachelot ont fait connaître le carton de la future tapisserie qui a été réalisé par Marjane Satrapi. Et donc on va avoir une magnifique tapisserie qui sera un des objets emblématiques des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et donc, à l'occasion du dévoilement du carton de la tapisserie, la ministre avait réuni l'ensemble des directeurs régionaux des affaires culturelles et des directeurs des affaires culturelles d'outre-mer. Donc, ils étaient tous là, en présence de Tony Estanguet, pour mobiliser justement l'ensemble de nos services déconcentrés culturels sur le territoire pour que les Jeux soient l'affaire de tous les Français et pas uniquement des Franciliens. Voilà. Donc, autant vous dire que pour nous, c'est un enjeu exceptionnel. Et c'est vrai qu'en matière de développement durable, la préoccupation est forte. Et précisément sur l'Olympiade culturelle, une de nos préoccupations avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, ce sera précisément de sélectionner les projets aussi en fonction des propositions qu'ils nous feront sur ce thème-là, précisément. Donc ça devient vraiment un critère de sélection qui est pris en compte. Ça va structurer les projets. Absolument. Et vous, du côté de la mission développement durable, le ministère des Sports, est-ce que vous avez des synergies avec le ministère de la Culture? Est-ce que vous avez identifié des thématiques sur lesquelles il y avait des choses à mutualiser, des bonnes pratiques ou des enjeux qui sont, entre guillemets, similaires? Alors, déjà, c'est vrai que pour revenir sur ce que disait mon homologue, du coup, à la culture, c'était de se dire que sur le mouvement olympique, effectivement, c'est historique et c'est même repris quelque part sur les Jeux olympiques de la jeunesse qui reviennent aussi un petit peu tous les 4 ans, où il y a une forte programmation culturelle associée à toute la programmation sportive. Donc, et même de manière globale sur le monde du sport, on entremêle assez souvent quand même le grand événement sportif et mise en valeur du patrimoine, que ce soit culturel ou en tout cas essayer de travailler sur une programmation. C'était le cas lors de l'Euro 2016 avec toute une programmation du coup culturelle qui était associée. Donc ensuite, au sein de la mission, on échange effectivement régulièrement avec la culture. On a pu organiser ensemble, il y a maintenant 2-3 ans, une rencontre avec des organisateurs de grands événements sportifs et des organisateurs de festivals pour justement essayer de voir quelles étaient les synergies, est-ce qu'il y en avait, et puis surtout échanger sur les pratiques que l'on pouvait avoir au sein de notre secteur respectif. Et je pense qu'il nous arrive encore aujourd'hui, assez régulièrement, pour ma part, d'intervenir auprès de réseaux de festivals en région, ou même de faire intervenir à un moment des représentants des festivals au sein des réseaux qu'on anime, d'organisateurs ou de gestionnaires d'équipements, pour continuer à s'inspirer mutuellement sur ces sujets. Et ça tombe bien que vous parliez de festival parce qu'on a une de nos intervenantes du coup qui va peut-être pouvoir nous parler de cette synergie entre monde du sport et monde de la culture du point de vue des festivals en Bretagne, puisqu'apparemment vous êtes plutôt proactif et moteur. En effet, on a la chance, nous, d'organiser depuis très longtemps de l'accompagnement des festivals. Mais on a aussi la chance d'être sur une région, la Bretagne, où du côté des acteurs sportifs, ils ont également une pratique ancienne d'accompagnement des événements sportifs dans le développement durable.
Et donc, on a, nous, signé une convention de partenariat avec le Cross Bretagne qui accompagne les événements sportifs. Alors, au début, ils accompagnaient principalement les événements sportifs de plein air, mais aujourd'hui, tout type d'événements. Et on a signé donc une convention de partenariat avec eux en 2017. Ça nous permet d'organiser des rencontres ensemble. Donc là, on est vraiment dans de l'accompagnement très concret de rencontres en commun. En fait, on rassemble quand on a identifié des problématiques sur lesquelles on peut potentiellement avoir des éléments de réponse à apporter similaires, que ce soit pour l'événement sportif ou l'événement culturel. On organise des formations où on les réunit. Alors ça, c'est possible quand on aborde la question des déchets, qu'on peut travailler ensemble, quand on aborde la question de la réduction du plastique, des achats, avoir une politique d'achat responsable. C'est vraiment des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. Nous, on identifie des éléments sur lesquels c'est plus compliqué, notamment le rapport au public. On n'a pas le même rapport au public, par exemple. Parfois, sur les sites, un festival peut être plus facilement sur l'espace public, alors qu'un événement sportif est plus souvent dans des lieux déjà, au niveau de la logistique, plus équipés, que ce soit par exemple un stade ou autre. Donc on a quelques différences, mais ça a plusieurs intérêts de réunir et de travailler ensemble. Le premier intérêt, c'est qu'on a une entrée qui est plus territoriale. Donc ça permet sur un même territoire de se faire rencontrer les organisateurs d'événements culturels et sportifs, pour qu'ils s'identifient, qu'ils se reconnaissent, pour qu'ils mutualisent peut-être aussi plus facilement ensuite. Donc ça, c'est un premier intérêt. Ça permet aussi, en effet, d'avoir des synergies également dans les programmations, de les voir travailler ensemble. Et ça, c'est le cas notamment sur Rennes. On a des partenariats entre, par exemple, les tombées de la nuit et des acteurs sportifs dans le cadre de différentes représentations. Et puis, c'est aussi intéressant, notamment quand on descend encore dans un niveau infra. Souvent, nous, les collectivités, je pense notamment dernièrement à Lorient Agglomération ou à Vannes Agglomération, ils ont une entrée quand ils accompagnent les événements de leur territoire qui est en effet plus large qu'une entrée qui met en silo avec d'un côté les acteurs culturels et les acteurs sportifs, et ils sont intéressés pour qu'on travaille avec eux pour l'ensemble des organisateurs des événements. Et donc quand on descend dans des échelles infra au niveau des collectivités, des agglomérations, c'est plus pertinent pour eux de rassembler l'ensemble des organisateurs d'événements. Et donc voilà en tout cas pour les points forts. Et notre partenariat, je tiens quand même à le souligner parce qu'on est dans une semaine particulière pour nous. Notre partenariat avec le Cross Bretagne est à son point fort jeudi et vendredi parce qu'on organise un colloque ensemble, et c'est le premier colloque régional avec certes une dimension nationale parce qu'on a des participants et des invités de toute la France, mais on a donc 2 jours de colloque jeudi et vendredi sur l'organisation des événements sportifs et culturels engagés dans la transition avec beaucoup d'intervenants. Et donc ça, on est très content de la réussite parce qu'on a déjà énormément d'inscrits, et en effet avec une répartition assez équilibrée du milieu culturel et du milieu sportif. C'est plutôt un succès pour nous. Donc une vraie dimension partenariale au niveau des territoires, du coup, si on comprend bien, qui a vraiment du sens. Viviane, vous travaillez donc à la Fédération française de tennis. Est-ce que au sein de vos missions, vous avez vu émerger des sujets, des exemples où effectivement il y avait des partenariats à faire sur certains événements ou avec certains acteurs du milieu culturel ? Oui, on en a eu. Alors, grâce à la mission développement durable du ministère des Sports, qui a été extrêmement motrice sur le sujet, on a, et j'ai un souvenir très précis de ça, pendant l'événement de Roland-Garros, organisé une exposition qui visait à sensibiliser à l'éco-responsabilité, à l'éco-conception, à la seconde vie des matériels sportifs. Et elle était co-organisée par le ministère des Sports et le ministère de la Culture. Très intéressant. Et donc, ça sensibilisait le public. On avait plein de spectateurs qui venaient voir le musée, parce qu'on a un musée à Roland-Garros qui va d'ailleurs renaître. Il y a toujours eu un lien très, très fort.
Et c'était une exposition que j'aimerais bien voir se reproduire. C'était intéressant parce qu'elle sensibilisait, elle montrait ce qu'on pouvait faire. On avait fait travailler de jeunes artistes d'école, des beaux-arts. On avait fait un concours. Et ils avaient trouvé des idées extrêmement créatives pour donner une seconde vie au matériel sportif. Donc très, très intéressant. Je me souviens de voiles, de filets, d'anciens skis qui étaient devenus des œuvres d'art. Et on avait vraiment perçu un lien extraordinaire entre les deux milieux. C'est intéressant parce qu'en plus, vous pouvez toucher des publics qui ne sont pas forcément des publics sensibles au départ à ces thématiques d'éco-responsabilité, ou même des publics qui ne viendraient pas forcément pour une expérience en termes de muséographie, mais plutôt pour le sport. Et en fait, ça permet de toucher aussi, de sensibiliser des gens qu'on sensibilise peut-être moins d'habitude sur ces thématiques. Bien sûr, et donner un point d'accroche, parce que là, surtout les publics jeunes étaient extrêmement intéressés. Ça permettait d'engager la discussion et de sensibiliser beaucoup plus que partir d'un sujet classique que serait l'alimentation, les déchets. La valeur créative des œuvres était hyper intéressante pour sensibiliser. Alors, si ça vous va, on peut peut-être parler maintenant beaucoup plus pratico-pratique et bonnes pratiques de terrain, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont très inspirés et qui se disent moi aussi, j'aimerais bien être plus éco-responsable, soit dans mon événement sportif, soit dans mon événement culturel. Comment est-ce que je peux faire pour innover et puis pour faire des choses qui, en fait, sont beaucoup plus éco-responsables du point de vue des utilisateurs, mais aussi en tant qu'organisateurs. Alors, il y a plusieurs thématiques qu'on peut aborder, mais en termes de consommation, de production et de gestion des déchets, donc c'est-à-dire que ça peut être l'alimentation, la boisson, mais ça peut être aussi de la scénographie, du matériel, vous en parliez tout à l'heure, ou même carrément on peut aller sur le sujet de la communication et du marketing, puisque dans le sport comme dans la culture, l'idéal c'est quand même d'aller toucher un public assez large sur une offre qu'on propose d'un événement culturel ou d'un événement sportif. Donc c'est des choses qui sont communs aux deux secteurs. Alors, quelles sont les similitudes et les différences? Et en même temps, qu'est-ce qui est assez similaire et quelles bonnes pratiques on peut partager sur ces différents aspects? Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer à des bonnes astuces à partager? Je vais commencer peut-être moins sur des bonnes astuces. Déjà, je vais répondre à Viviane pour dire sur l'exposition. Le Musée national du sport travaille actuellement sur une exposition sur l'éco-responsabilité dans le sport qui devrait voir le jour incessamment sous peu. Donc du coup, voilà. Et on a quelques échanges avec eux sur ce sujet de seconde vie du matériel sportif. Peut-être sur les sujets des bonnes pratiques ou sur l'alimentation. On a travaillé, c'était plutôt une bonne pratique des organisateurs d'événements sportifs chez nous, à un cadre un peu global qui les engage un petit peu tous, une charte des 15 engagements éco-responsables qui vient vraiment de l'initiative des organisateurs de grands événements sportifs internationaux avec qui on a travaillé en partenariat avec le WWF et qui en fait fixe des objectifs pluriannuels, chiffrés, de réduction ou en tout cas d'alimentation, si on prend l'alimentation, d'alimentation responsable à atteindre au bout de 4 ans. Et du coup, ça permet déjà d'avoir un cadre sur 15 thématiques qui permet d'établir une première feuille de route. Une stratégie, en fait, en termes d'éco-responsabilité. Oui. Un premier, déjà, voilà, où j'en suis, un premier diagnostic, et ensuite essayer d'établir une stratégie en faisant un choix sur où est-ce qu'on met de l'énergie, parce que voilà, quand on est un organisateur, c'est peut-être compliqué au premier abord de se dire, je traite et de l'alimentation et de l'économie circulaire avec les déchets, en même temps des transports, mais aussi de mon rapport au territoire. Donc, je pense que ça, pour moi, c'est un des premiers sujets, c'est essayer d'avoir un cadre qui soit un petit peu commun. Et je pense que là-dessus, que ce soit les festivals ou les organisateurs d'événements sportifs ont chacun des cadres, que ce soit en territoire ou au niveau national. Peut-être un autre aspect sur ce que les synergies, on n'a pas forcément toujours la même approche du public avec la culture. Pour autant, on peut retrouver les mêmes prestataires à certains moments sur différents aspects. On peut être dans les mêmes lieux quand on est dans les arénas, quand on est à un moment donné dans des grands stades, ou même parfois aussi sur la voie publique, puisqu'on a des courses hors stade qui sont aussi sur la voie publique. Donc ça veut dire qu'on peut être amené à avoir les mêmes prestataires, les mêmes partenaires. Et à partir de là, essayer de voir si on n'a pas des formes de mutualisation quand on passe des formes de
de marcher ou pas? Est-ce que du coup, les attentes du public? Donc voilà, sur quelques pistes plutôt générales, et après je laisserai peut-être Viviane et Oui, l'interlocutrice du est-ce que festival. vous, dans le cadre de vos missions, vous collaborez par exemple avec d'autres partenaires, d'autres acteurs sportifs ou d'autres acteurs, ça peut être aussi de secteurs différents, sur la façon dont vous pouvez aller chercher des prestataires plus éco-responsables, du matériel plus éco-responsable? Est-ce qu'il y a des choses que cet acteur a fait qu'en fait moi j'aimerais bien reproduire et adapter? Parce que en fait, ces stratégies d'innovation ouverte et de collaboration, elles sont hyper importantes quand on veut être efficace et avoir de l'impact. Oui, en fait, c'est une grande chance qu'on a, c'est de pouvoir échanger en permanence. Alors, entre acteurs sportifs, on le fait avec le ministère, on le fait aussi avec la ville de Paris, on le fait à une échelle plus internationale avec ONU Climat, où on travaille avec des organisateurs de grands événements. Donc, on a énormément de bonnes pratiques qui sont mises en avant et qu'on partage et voilà, qu'on peut utiliser et qui nous font progresser. Ça, c'est une grande chance. Il y a beaucoup d'échanges qui ont été organisés, au-delà de tout ce qu'on pourrait faire volontairement. Et quant aux autres acteurs, oui, on échange assez régulièrement parce que on a cette fameuse charte du ministère et du WWF qui a été regardée de près par les acteurs de la culture. Et ça, je le sais parce que j'échange régulièrement avec eux. Et on se raconte les objectifs et les points vraiment communs et les divergences, mais qui ne sont pas si nombreuses que ça. On a tous un public qui vient dans une dimension assez festive. On a des ambassadeurs merveilleux que sont les artistes pour la culture ou les athlètes pour le sport. Donc on a vraiment beaucoup de synergie. Et puis, et oui, c'est l'intérêt de nos événements. Il y a aujourd'hui, en tout cas chez nous en France, il y a aujourd'hui une volonté de tous utiliser des pratiques, se les partager, faire des retours d'expérience. Je pense qu'il n'y a pas un mois sans qu'on ne partage pas des retours d'expérience. Et on s'est pas mal inspiré de la culture au début. Le sport a peut-être démarré un tout petit peu plus tard que la culture, je m'en suis rendu compte. Et notamment sur le rôle des ambassadeurs, qui est fondamental, où les artistes se sont rapidement plus engagés que les sportifs. Oui, en fait, il faut inspirer les utilisateurs et vous avez des figures de proue qui ont déjà capté l'attention de beaucoup de citoyens, donc autant valoriser ça. Sur la question des Jeux Olympiques, est-ce que vous avez déjà dans votre stratégie identifié des choses sur lesquelles, bon, vous dites là-dessus, on va pouvoir travailler, on est bien prêt en termes de, je sais pas, ça peut être l'alimentation, les transports. Et par contre, est-ce que vous avez vu émerger des défis en termes d'éco-responsabilité où vous savez que c'est charnière, c'est important, mais il y a encore beaucoup de travail, soit du point de vue logistique ou technique, où il y a encore des innovations à faire, ou alors carrément du point de vue transformation des pratiques, du point de vue des organisateurs, mais aussi des utilisateurs, parce que c'est pas forcément évident en tant qu'utilisateur je sais pas, moi, si je vais dans un stade regarder un match de foot, est-ce que je dois emmener mon gobelet? Est-ce que c'est quelque chose que oui, je vais faire spontanément, ou est-ce qu'il faut beaucoup me sensibiliser? Et est-ce que c'est aux acteurs du sport et de la culture de sensibiliser leur public, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit venir du public? C'est vrai que sur tous ces sujets-là, il y a encore malgré tout beaucoup de choses à faire, hein. C'est vrai qu'il y a des parallèles quand même très intéressants entre sport et culture, puisque dans les deux cas, on a quand même aussi beaucoup de grandes manifestations où les gens viennent pour ressentir aussi une émotion face à un spectacle extraordinaire. On est quand même dans des problématiques qui ne sont pas très éloignées finalement, hein. On parlait de lieux communs comme les stades, et il y en a bien d'autres, hein. Notre ami là qui travaille pour les festivals, pour le collectif du festival, disait que parfois peut-être les événements sportifs étaient plus dans des lieux très étudiés à cet effet. C'est pas tout à fait le cas systématiquement, puisque effectivement les courses cyclistes, elles sont précisément dans l'espace public, et on sait d'ailleurs à quel point ça pollue, hein, à chaque fois. On sait à quel point ils aiment les goodies autour de France. Oui, voilà. Mais c'est vrai. Et puis nous, il y a la question des festivals, effectivement. Donc il y a vraiment là des enjeux communs qui sont très importants. Mais je pense que là, il y a une réflexion qui est en train d'émerger. C'est vrai que ça va, si vous y pensez
sans aller très très loin, mais si vous y pensez un petit peu, ça va pas de soi toujours. Par exemple, pensez à Paris. C'est vrai que on attend beaucoup de Paris pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 parce que la France, parce que Paris, ce sont quand même voilà, ce sont de grands lieux de culture. Hein. Le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques disait à Roselyne Bachelot, il va falloir faire aussi bien que Londres, 170 000 manifestations culturelles organisées à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres. Donc il nous a mis la pression. Oui, puis il y a un petit peu une petite bataille entre la France et l'Angleterre. Historiquement, on peut pas faire Je moins ne bien. comprends pas. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a quand même, on a quand même un défi à relever qui est quand même énorme. Et c'est vrai que donc il y a des enjeux là de développement durable considérables auxquels il va falloir réfléchir. Donc effectivement, je sais que le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques réfléchit à de nombreuses pistes. Il y a notamment effectivement l'idée de favoriser les mobilités douces, d'essayer au maximum de trouver des solutions de ce côté-là, et puis certainement dans l'organisation des manifestations de faire passer des messages. Je pense que ça va être extrêmement important. Mais c'est vrai que je vous le répète, dans le secteur culturel, vous disiez qu'on était peut-être un petit peu en avance. C'est vrai qu'on pense à des prises de position d'acteurs, d'actrices de cinéma qui ont été très clairs sur le sujet. Et pour autant, quand vous réfléchissez à Paris, par exemple, et à nos grandes villes de France, où on a de magnifiques expositions, on organise des manifestations dans les musées, des expositions temporaires, mais quand vous réfléchissez à ce que ça représente en termes de mobilité des œuvres à travers le monde, de transport aérien, c'est considérable. On est très fiers de toutes nos expositions. Mais vous imaginez ce que ça veut dire en termes de développement durable? C'est une catastrophe en fait. Alors est-ce qu'on doit, c'est parfois toute la difficulté. Est-ce qu'on doit se priver de ces grandes manifestations, hein, tout le monde raffole du Grand Palais pour aller voir ces magnifiques expositions que l'on a, mais en termes de développement durable, ça pose des vraies questions. Et je pourrais citer bien d'autres exemples. C'est vrai qu'il y a vraiment toute une réflexion à mener encore. Elle commence à l'être très largement, et j'ai mon collègue ici présent, Olivier Leroux, là, qui travaille sur ces sujets-là pour le ministère de la Culture en tant que haut fonctionnaire pour le développement durable au ministère. Mais il y a de quoi faire effectivement. Oui, comment trouver un Voilà. juste milieu, un Voilà. équilibre entre effectivement cette expérience que je vais vivre en tant que consommateur, c'est pas le bon mot parce que c'est très capitaliste, mais entre utilisateur d'un musée, d'une exposition, d'un festival qui est un moment unique, ou le match de tennis où effectivement je veux être là en vrai, je veux voir les gens, je veux sentir l'émotion dans le musée ou dans la foule, mais en même temps, voilà, comment je fais pour m'y rendre, quel moyen de transport, si j'ai besoin de consommer quelque chose sur place, qu'est-ce que je consomme, à quel point ça veut dire que moi en tant qu'utilisateur, je dois réfléchir au produit, à quel produit, dans quel emballage, etc. Donc c'est vrai que c'est un juste milieu à trouver. Marilyn, est-ce que vous avez des bons retours d'expérience, des insights à nous partager en termes de pratiques éco-responsables sur ces sujets que sont l'alimentation, la boisson, le matériel, les transports, et surtout comment est-ce que vous faites, parce que c'est hyper important et on l'a déjà dit, pour vous appuyer sur des acteurs territoriaux locaux pour qu'en fait ce soit plus proche, plus responsable et aussi plus le reflet de ce qui se passe là autour de cet événement sportif ou de cet événement culturel en l'occurrence. Je m'appuierai sur ce qui vient d'être dit parce que c'est exactement ce que l'on vit au quotidien quand on accompagne. Et en effet, déjà méthodologiquement, on s'en rend compte à chaque fois que l'on travaille avec les acteurs sportifs, et ça a été dit, on a la même démarche, c'est-à-dire qu'on commence déjà par identifier ce que fait l'événement, par se fixer des objectifs en fonction aussi des enjeux sur le territoire, des capacités des infrastructures du territoire. Et là, on est tous dépendants des mêmes infrastructures. Et ensuite, ce qui est important, les sujets sur lesquels on peut travailler ensemble, et ça a été dit, c'est vraiment la capacité à renforcer une filière. Et en fait à faire corps entre événements culturels et événements sportifs, et ça à deux niveaux.
un premier niveau dans les modes de production, dans les achats, parce qu'en effet, on achète auprès des mêmes fournisseurs quand on a une démarche, en tout cas en local. Ce que l'on incite à faire et ce que le CROSS aussi incite à faire pour les événements sportifs, donc avoir des achats en local et donc à plusieurs, quand vous avez d'un côté les acteurs culturels et puis les acteurs sportifs qui mettent en place des cahiers des charges précis, concrets sur à la fois la provenance des produits, sur des critères qualité, sur une réduction des emballages, eh bien en fait nos actions respectives elles se renforcent pour les prestataires et les fournisseurs et elles se renforcent également sur l'accueil que peuvent en faire les publics. C'est-à-dire que même si on a peut-être une approche différente du public, ce sont au final les mêmes personnes. À peu près les mêmes personnes qui participent, qui viennent autant voir un spectacle et puis également aller voir un match ou une manifestation sportive. Et que le message soit cohérent, sans que pour eux ce soit un message clair sur les engagements de l'événement, que l'on soit sur la réduction des déchets, sur la mobilité, parce que ça on en a parlé à plusieurs reprises, c'est en effet une problématique majeure pour l'organisation d'un événement. Ça, c'est important que pour le festivalier, comme l'amateur de pratiques sportives, il retrouve des éléments concordants dans les organisations. Donc ça, c'est un renforcement mutuel, moi, qui me paraît vraiment essentiel. Et après, très concrètement, j'ai envie de dire que en fait, c'est du lobbying, c'est qu'on parle aux mêmes personnes, aux mêmes collectivités, aux mêmes opérateurs de transport, on parle aux mêmes fournisseurs et donc l'enjeu d'un travail en commun entre manifestations sportives et culturelles, il est de porter le même message et d'avoir la même ambition en matière d'éco-responsabilité et c'est, je pense, notre travail quotidien. Oui, en fait, vous avez la double entrée. Vous vous mettez du point de vue de l'utilisateur en vous disant comment c'est important de mutualiser une stratégie parce que, en fait, ramener sa tasse à soi quand on va à un spectacle, par exemple, si c'est dans tous les événements, bon, oui, je vais avoir le réflexe. Si c'est une fois, non. Qu'est-ce que ça veut dire, cette image, ce logo aussi? Comment est-ce que je me comporte vis-à-vis de la consommation, des déchets? Ça, c'est pareil, en fait, une fois que c'est intégré en tant que pratique sur de l'événementiel, je vais l'utiliser à tous les événements auxquels je vais. Donc, du point de vue utilisateur, c'est quand même très intéressant. Et après, ce que vous disiez sur les achats, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup plus de force de frappe au niveau du territoire si vous mutualisez les bonnes pratiques et aussi les contacts, etc. Parce qu'en fait, pas besoin de refaire tout ce travail en solo après derrière, quoi. Oui, et mutualiser notre méthodologie, parce qu'on s'appuie vraiment sur des méthodologies très communes, des méthodologies de projet. Et par exemple, du côté des événements culturels, on a travaillé et on travaille toujours sur un projet qui s'appelle Drastic on Plastic. Donc, c'est vraiment encourager les festivals à réduire considérablement le plastique à usage unique dans leur événement avec des solutions qui sont mises à disposition pour eux. Et les événements sportifs nous ont sollicité pour savoir s'ils pouvaient également s'appuyer sur ces outils. C'est à la fois important pour eux de ne pas réinventer, de mutualiser ce qui a été fait, mais vraiment également pour réutiliser un vocabulaire, une imagerie, un visuel qui, en fait, pour le public, pour les prestataires, est semblable et cohérent. Et je pense que c'est vraiment une démarche commune qui peut être que vertueuse et dont on peut tous sortir plus riches. Et donc, on a parlé pratique éco-responsable, on a parlé des différentes thématiques autour de l'alimentation, la scénographie, le matériel et aussi les transports. Comment est-ce qu'on fait pour concevoir ou utiliser
concevoir surtout des infrastructures qui vont nous permettre en fait de se mettre dans cette posture où en fait on peut être éco-responsable. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il y a des challenges qui sont mutuels entre comment concevoir une salle de concert éco-responsable ou un stade? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mutualisables en termes d'innovation, je pense technique, ou en termes d'innovation du point de vue parcours utilisateur ou utilisation? Et même plus loin, est-ce qu'on peut réfléchir à la mutualisation des espaces? C'est-à-dire que est-ce que c'est envisageable pour être impactant et éco-responsable de se dire voilà, en tant que territoire, collectivité ou service public, je décide de concevoir quelque chose qui peut servir pour des pratiques événementielles du secteur de la culture, mais aussi du secteur du sport, parce que c'est plus intéressant en fait de mutualiser ce coût de construction et d'avoir quelque chose qui va être utilisé régulièrement, qui va être efficace pour les utilisateurs et où j'ai pas besoin de faire 3 ans de chantier pour un truc qui me coûte une somme astronomique et qui est pas forcément hyper éco-responsable. Je sais pas si quelqu'un veut ouvrir le bal. Je veux bien ouvrir le bal. Déjà, j'ai envie de répondre, on construit plus. Déjà, non, mais Sauf pour les Jeux Olympiques. très peu à l'arrivée. On C'est construit vrai. un village olympique, mais qui va avoir une seconde vie en logement. Voilà, on construit un centre aquatique qui logiquement va être reversé pour un usage quotidien en Seine-Saint-Denis où on était en manque d'équipement. On construit. Ça manque de piscine, j'y habite et c'est vrai que je dois aller au hall. Non, mais ça construit vraiment très très peu. Je crois que c'est à plus de 97% des équipements, on est sur de l'existant et sur les travaux, on est sur de la rénovation. Et je pense que là, il y a un enjeu au-delà de nouvelles constructions où on a quand même un plan pour essayer de ne plus artificialiser nos sols, de se dire que il y a un enjeu sur la rénovation et de penser le multimodal quelque part et la multifonction au sein des équipements. C'est de plus en plus le cas sur les très derniers gros travaux sur l'Euro 2016 sur les stades. Les nouveaux stades, en tout cas les rénovations, ont été pensés pour mieux accueillir les clubs de foot pro, certes, mais aussi tout ce qui est concert et programmation. Vous avez culturelle. des exemples, par exemple, d'infrastructures, soit qui ont pu être réhabilitées, rénovées de façon intéressante du point de vue éco-responsabilité, ou des petites infrastructures qui éventuellement auraient pu être construites et où vraiment on voit un effort dans la pensée pour que ce soit beaucoup plus éco-responsable du point de vue des sportifs, des utilisateurs aussi, du public, même, je sais pas, Si, sur des rénovations, peut-être la partie, alors c'est stade de l'Euro 2016, mais quand même la partie sur l'Orange Vélodrome, pour le coup, est plutôt assez intéressante sur ce qu'ils ont pu en faire en matière d'éco-responsabilité, en gardant la partie sport et aussi la partie culture. Il y a aussi des exemples de petites salles en région, je n'en aurai pas là, mais où on pense à un club résident de handball ou de basket, et en même temps, c'est pensé pour aussi être une salle de spectacle un petit peu plus à l'année. Peut-être Viviane parlera aussi du travail sur Roland-Garros et du stade ouvert, mais en tout cas, dans les réflexions, dans ce qu'on voit et dans les échanges qu'on peut avoir avec les collectivités locales, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus pensé pour être juste une salle qui accueille pour juste un seul objet, quoi. On est vraiment sur quelque chose qui doit être utilisé au maximum et en tout cas avec une diversité des pratiques. Et je pense que plus ça ira, plus on ira dans ça et plus même le gymnase, en tout cas la salle multisport du quotidien, elle commence à être aussi pensée pour se dire qu'en même temps, on peut faire de la culture, on peut faire peut-être de l'espace un peu plus petit, du coworking, et avoir comme ça toute une multitude d'espaces pour faire vivre finalement toutes ces salles ou tous ces endroits. Donc bien utiliser les besoins, bien identifier et comprendre les utilisateurs pour pouvoir au maximum mutualiser les besoins et les pratiques et de manière à ce qu'en fait l'espace corresponde aux besoins. Exactement. Et après, il y a aussi toute l'approche de meilleure gestion au quotidien où la technologie devient quand même assez aidante sur une meilleure gestion des fluides, de l'énergie, de l'eau, d'arriver à anticiper un petit peu les choses, tous les sujets de rénovation thermique, ou de captation de l'énergie solaire, de réflexion pour des équipements de plus en plus autonome ou même positif pour le quartier. Donc tout ça, il y a pas mal d'exemples au niveau européen. Ça arrive aussi en France, mais pour moi, on est plutôt dans ces sujets-là, quoi.
On va dans le bon sens. On essaye. Est-ce que vous avez, Viviane, des exemples au niveau des infrastructures par rapport à la Fédération française de tennis? Est-ce que dans les réhabilitations ou dans l'utilisation de certaines infrastructures, vous avez des exemples de choses qui sont très intéressantes du point de vue soit des matériaux, soit de la façon dont l'espace a été conçu pour que ce soit adapté aux besoins, mais aussi éco-responsable? Oui, je peux prendre l'exemple du stade Roland-Garros sur lequel on a beaucoup travaillé en ce sens. Il est rénové complètement. On a suivi un plan de gestion écologique. On est en phase de certification au BREEAM, qui est l'équivalent de la haute qualité environnementale, mais pour des espaces y compris ouverts et pas que fermés. Justement avec une volonté de réduction de toutes nos consommations, etc. Donc il y a eu un vrai travail qui est fait de ce point de vue-là, et puis aussi sur l'utilisation à l'année, puisque ça n'est pas le stade Roland-Garros pour le tournoi de Roland-Garros ou les quelques épreuves sportives qui pouvaient avoir lieu l'été, mais qui est ouvert à l'année pour le grand public, pour une dimension culturelle très forte, pour beaucoup de manifestations sportives et culturelles. Et ça, c'est nouveau. On avait un stade qui était ouvert à du B2B, je dirais. Aujourd'hui, il va s'ouvrir et il va être un espace public aussi sur certaines zones. Donc, c'est très important. Il a été pensé comme ça. On a la chance d'être sur un patrimoine qui a près de 100 ans. Et voilà, l'intention. Et dans la réalisation, ce sera des bâtiments utilisés à l'année. Et concrètement, ça veut dire quoi en termes, par exemple, d'utilisation culturelle? Est-ce que c'est héberger une exposition dans un des espaces du stade pour pouvoir avoir des horaires d'ouverture sur cette exposition? Est-ce que c'est des after-work, des petits festivals, je sais pas, ou des événements culturels périodiques ou récurrents? Est-ce que c'est aussi accueillir des clubs de tennis sur des horaires où c'est pas utilisé par la fédération? Tout ça. Et penser comme ça. Il va y avoir un espace muséal, un auditorium, des accueils d'exposition, évidemment. Quant au terrain, oui, on veut un stade inclusif qui soit ouvert. Simplement, on est sur terre battue. Et donc, c'est une période assez réduite dans l'année. On ne peut pas mettre à disposition avant fin juin. Et malheureusement, pas vraiment utiliser les cours après mi-octobre. Mais à ce moment-là, on accueillera des publics. Alors, ce ne sera pas un club, ça ne peut pas être un club. En revanche, on accueillera des publics pour des manifestations, des enfants qui sont issus des quartiers, des séances de sport santé. Voilà, on a tout un programme qui fait qu'à la fois d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue social, on ouvre le stade. Et est-ce que ça a été difficile de sensibiliser certains acteurs de la fédération à ces thématiques? Est-ce que c'est quelque chose qui a émergé petit à petit, une culture de la transformation? Parce que c'est pas forcément des thématiques ou des sujets qui étaient présents il y a 15 ans de ça. Et en fait, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont pas forcément très sensibilisées et qui voient pas forcément l'intérêt de donner autant d'énergie à rentabiliser l'espace en le mettant à disposition au maximum, en allant chercher des publics différents. C'était un peu différent de ce qui se fait au départ. Effectivement, c'était pas naturel chez nous, mais parce que le stade historique faisait qu'il n'était pas ouvert au public. Mais par la force des choses, par la conception, mais je dirais même architecturale, par les concertations, des enquêtes publiques qui ont eu lieu, on s'est rendu compte qu'il fallait l'ouvrir. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Aujourd'hui, ce serait plus acceptable de faire différemment. En fait, on pourrait plus le faire. Et on est content finalement d'avoir choisi en 2011 ce concept-là, parce qu'il n'était pas évident et pas naturel en 2011 de le penser ainsi. Mais depuis quelques années, on ne parle plus que de ça. Et c'est important que les structures soient permanentes et utilisables par tous le plus longtemps possible. La dimension héritage était très peu dans la bouche de tout organisateur d'événements sportifs il y a encore 5-6 ans. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène plus que naturel et c'est dans nos stratégies à tous. Et du côté des Jeux Olympiques, est-ce que effectivement sur ces questions d'infrastructures pérennes, éco-responsables, il y a des choses qui se mettent en place? Vous l'avez dit, c'est peu
peu de grosses infrastructures construites, mais certaines, oui. Je sais que, par exemple, vous avez la Solideo qui s'occupe d'innover plutôt côté technique pour construire des choses pérennes et éco-responsables. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est un usage après les Jeux Olympiques qui est différent de celui pendant les Jeux Olympiques? Est-ce que c'est des constructions temporaires pour utiliser l'espace sur les 2 ou 3 ans avant les Jeux Olympiques? Je crois que j'avais vu des choses, des tiny house ou des maisons, entre guillemets, des logements qui seraient là pour 1 ou 2 ans, mais pour pouvoir vraiment rentabiliser l'espace. Est-ce que vous avez des exemples un petit peu sympas à nous partager? Alors, moi, je peux pas parler au nom de la Solideo. Effectivement, la Solideo, c'est ce grand établissement Oui. qui va être chargé qui est chargé Qui est déjà, chargé, d'ores et ouais, déjà, tout à fait. qui est vraiment en marche là, hein, pour le coup, et qui effectivement construit tous les grands équipements, Ouais. où on se préoccupe justement de toute la gestion des futurs sites d'épreuves olympiques et paralympiques. Et c'est vrai qu'on l'a dit avec ma collègue des sports, c'est vrai que leur volonté, c'est effectivement d'aller vers l'utilisation des équipements déjà existants, hein, et de surtout pas multiplier, je le disais en propos préliminaire, de multiplier les équipements nouveaux. C'est de restaurer, de rénover les équipements, et puis d'en construire quelques-uns. On le disait justement, et vous le disiez vous-même, puisque vous êtes une habitante de Il Seine-Saint-Denis. y a besoin d'une Mais piscine à voilà, Seine-Saint-Denis? il y a un vrai déficit d'équipements sportifs en Seine-Saint-Denis, et justement, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont l'occasion de mettre un focus particulier sur ce département qui est un des plus pauvres de France, qui est un des plus mal équipés, et c'est pas du tout un hasard. Et je trouve que c'était justement un des enjeux de ces Jeux, que de faire bénéficier un territoire de nouveaux équipements dont il avait cruellement besoin. Ouais. Donc ça, c'est un point déjà majeur. Et je le disais tout à l'heure également, le fait de prévoir 2 villages qui sont toujours présents, hein, au moment des Jeux Olympiques, qui sont indispensables, qui sont même, oui, absolument indispensables, que sont donc le village des athlètes et le village des médias. Et je trouve que l'idée de prévoir ces villages-là, en pensant déjà à leur réutilisation Ouais. par des habitants locaux, c'est formidable, parce qu'on sait à quel point le problème du logement en Île-de-France Ouais. et dans cette zone-là est un problème récurrent, difficile, compliqué. Et d'ailleurs, on a bien vu qu'au moment du confinement, les gens commençaient à s'interroger sur le fait de rester vivre justement en Île-de-France, Paris et proche banlieue, pour pas plutôt aller s'expatrier vers des villes où la qualité de vie est meilleure. C'est tout dire sur les problèmes de logement de notre belle région de l'Île-de-France. Mais justement, je pense que là, sur la Seine-Saint-Denis, qui est un département particulièrement impacté par les Jeux Olympiques, cette problématique, elle est pleinement pensée et voulue. Oui, il y a le côté aussi socio et éco-responsable, Oui, entre guillemets, les deux qui qui fait sont partie, associés. Ouais. qui sont associés. Ouais. Et Ça, comment c'est fort, hein. Ça, je trouve ça très fort quand même, hein. Ouais, c'est bien. Ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Comment est-ce que vous faites, par exemple, pour réfléchir du point de vue utilisateur? Quelle méthode? Si par exemple, vous parliez des 2 villages et on réfléchit à la vie du village, de ces 2 villages après les Jeux Olympiques, comment est-ce qu'on fait pour intégrer les besoins utilisateurs qui vont être ceux pendant les Jeux Olympiques, et ensuite réfléchir à quelque chose qui, sur la côté pile Jeux Olympiques, côté face après Jeux Olympiques, c'est quelle est la méthode? Comment est-ce qu'on fait pour comprendre les besoins utilisateurs? Comment on s'organise avec toutes ces contraintes? Je pense que très clairement, la Solideo, en pensant justement à cette reconversion des villages olympiques et médias, est déjà en train aussi de penser à ce qui pourra être vécu par les habitants de ces quartiers en termes d'infrastructures, de commerce, notamment. Donc je pense que tout ça est pensé pour l'après. Et c'est tout l'intérêt du plan héritage porté par l'État, et notamment par la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques. Et du coup, à quel point c'est important dans cette stratégie d'avoir une vision intersectorielle, interministérielle, la collaboration avec le territoire? Comment est-ce que vous faites pour organiser ça? Puisque si vous voulez réfléchir à la vie d'après, il faut réfléchir qui sont les acteurs, pour Oui, bien qui on le sûr, fait, bien comment? sûr, bien sûr. Alors là, c'est moins, ma partie, j'allais dire. Mais je pense que c'est vraiment la préoccupation de la Solideo en liaison avec les collectivités territoriales. Ça, je pense que les acteurs les plus concernés, là, en l'occurrence, c'est vraiment les acteurs territoriaux qui sont en concertation permanente avec la Solideo.
Peut-être juste pour me permettre de compléter, en fait, ce qui est le challenge en fait de la Solidéo a été finalement d'imaginer l'écoquartier de 2030, 2040 ou 2050 et s'amuser quelque part. C'est même pas s'amuser, c'est travailler sur une forme de prospective Ouais, tout à fait. en imaginant voilà les effets du dérèglement climatique, comment on allait évoluer, comment allait évoluer finalement aussi la région et travailler ça avec Paris et essayer comme ça d'être une forme un peu de démonstrateur de ce que pourra être un écoquartier de demain et avoir toutes les innovations possibles et imaginables, être quelque part un test pour se dire, bon, est-ce que c'est faisable, dans quel délai, et comment à un moment donné, ce qui est de l'ordre de l'expérimentation de la Solidéo pourra devenir une forme, quelque chose la norme, de pérenne, exactement. généralisable. Et c'est bien aussi l'effet des jeux sur tous les sujets, c'est aussi transformer l'événementiel et voir comment, à travers les jeux, toutes les innovations qui seront faites dans le cadre de cet événementiel, on les retrouvera dans l'événementiel de demain. Et finalement, voilà, qu'on soit d'abord sur l'événementiel international un petit peu moins important, et puis que ça se décline même jusqu'au plus petit. Donc je pense que c'est tout là et tout l'enjeu qu'on a et intersectoriel, parce que quand on pense finalement, voilà, alimentation, il nous faut le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, parce qu'aujourd'hui on n'a pas les filières pour faire ça réellement en local. Il faut encore le travailler. On pense transport et mobilité, il faut effectivement le ministère des Transports dans la boucle pour travailler tout ça. Et donc on est vraiment dans cette approche intersectorielle, parce que voilà, c'est le ministère des Sports, de la Culture, ou même nous sur nos seuls sujets, on peut pas faire ça tout seul. C'est une globale, approche transverse. Et comme vous l'avez bien dit, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas assez répété, mais innover, c'est innover pour l'utilisateur d'aujourd'hui, mais aussi déjà en termes de stratégie, c'est penser à l'utilisateur de demain, parce que les choses vont tellement vite que l'intérêt, c'est quand même de faire quelque chose qui sera adapté aux besoins dans 10, 15, 20 ans, 25 ans. Vous, Marilyn, du côté du collectif des festivals, est-ce que, en termes d'infrastructure, vous avez des bonnes pratiques ou des stratégies à partager? J'imagine que vous avez plein d'exemples différents d'infrastructures diverses, plus ou moins éco-responsables. Comment est-ce que vous faites, peut-être, j'ai envie de dire, pour adapter, pour votre stratégie, pour vous adapter au contexte donné et essayer au maximum d'être dans une dynamique éco-responsable en fonction des contraintes locales? En effet, on pourrait dire qu'on a 3 types de festivals. On a le festival qui est en milieu urbain, dans l'espace public. On a le festival qui se déroule dans un lieu, que ce soit une salle de spectacle, un théâtre, mais dans un lieu fermé. Et puis, on a le festival plutôt estival qui parfois se déroule en milieu rural, dans un espace qui n'est pas du tout adapté et prévu, en tout cas tout au long de l'année, pour accueillir un événement et de nombreux festivaliers. Donc c'est à peu près les 3 types d'événements. Et donc pour chaque type d'événement, on a des contraintes différentes et sur lesquelles on travaille, même si ça a été dit, de toute façon, on arrive... surtout quand on est sur un espace qui n'est pas prévu pour, on arrive avec un impact environnemental qui n'est pas neutre. Ça, c'est évident. Quand il faut aménager pour un temps court un lieu, on a un impact environnemental certain. Ce que je trouve intéressant, et ça a été dit, c'est en fait la capacité de l'événement à être innovant, parce que en fait, on réinvente chaque année, pour chaque édition, son espace, les différentes scènes, les endroits de commodité, le camping quand il y en a un. En fait, on réinvente chaque année un espace de vivre ensemble. Et c'est des lieux où on peut assez facilement imaginer aussi des fois la ville de demain, les mobilités, comment on vit ensemble, comment on se comporte ensemble, comment on consomme, comment on participe à un spectacle ensemble. En fait, on recrée un univers qui est quand même assez différent du quotidien. Et en ça, je trouve que l'événement, il est peut-être aussi un support pour justement l'innovation. Ça a été dit, je trouve que cet élément, il est assez intéressant. C'est un support sur lequel on peut plus facilement, des fois, proposer des choses nouvelles, des façons différentes de consommer. Alors, je reviens peut-être à la thématique d'avant et moins l'infrastructure, mais notamment sur l'alimentation, c'est assez flagrant. On peut plus facilement, pendant 3 jours de festival, on est ailleurs, se dire que l'on va manger différemment, tester d'autres choses.
et penser le lieu, l'aménagement comme aussi un espace d'innovation pour le territoire, pour les acteurs culturels et pour le territoire, c'est quelque chose sur lequel on peut être assez imaginatif. Et puis Oui. pour un côté plus anecdotique, on a à Brest un jeune festival de musique électronique qui profite chaque année de la vidange d'une grande piscine brestoise pour organiser en fait son événement dans les bassins. Voilà. C'est donc en matière de lien entre événements culturels et équipements sportifs. Voilà, c'est un exemple pour l'anecdote. Ça donne envie. Non, mais du coup, c'est vrai que ce que vous nous décrivez, en fait, on se dit, bon, bah, c'est un temps fort pendant 1, 2 ou 3 jours. Les gens vont vraiment prêter attention à ce qui se passe. Ils vont être peut-être dans un état d'esprit plus ouvert aussi. Du coup, ça vous fait des terrains d'expérimentation assez sympas au final, où vous pouvez assez facilement évaluer l'impact ou l'intérêt du point de vue des utilisateurs ou la complexité côté organisateur aussi pour faire mieux la fois d'après. Oui, oui, et ça, c'est quelque chose qui est faisable vraiment à tous les niveaux. Je parlais de l'alimentation, mais aussi des transports. On peut tester une nouvelle modalité de transport pour un événement et considérer que aller se déplacer jusqu'à l'événement fait déjà partie de l'expérience festivalière. Et je pense que l'organisateur a tout intérêt à se mobiliser sur ces aspects-là. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Peut-être qu'on va pouvoir prendre les questions de certaines personnes dans le public et aussi pour les gens qui nous écoutent. Donc, il y a une adresse mail dédiée aux questions qui s'appelle MIP, acteur public avec un S, acteur public avec un S aussi, tout au pluriel, .com. Et donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les envoyer sur l'adresse mail, on pourra les prendre. Dans le public, est-ce que les gens ont des questions? Oui, non? Sinon, ça va, j'ai aussi plein de questions en tête, donc on va être occupé jusqu'à la fin de la table ronde, mais j'en vois pas non plus pour l'instant sur le compteur. Non? Alors, du coup, si moi j'avais une autre question, pour vous, quels sont les challenges à venir en termes, on peut carrément réfléchir en termes de prospective sur les différentes thématiques qu'on a évoquées, sur le transport, sur l'alimentation, sur les déchets. Est-ce qu'il y a des thématiques en particulier sur lesquelles vous dites, bon là, il y a un truc à faire, il faut creuser. Par contre, ça va pas être facile, soit du point de vue innovation technique, soit du point de vue innovation organisationnelle, parce que c'est un beau schmilblick, donc il va falloir s'y atteler avec force et vaillance. Voilà. Oui. Je peux attaquer côté transport. Oui, il y a un énorme challenge. On sait bien, je pense que tous ceux qui sommes là calculons nos impacts. L'impact social est très fort positivement. L'impact environnemental est toujours plus délicat parce que les événements, ça dépend de la taille. Mais bon, on donne lieu à un transport et on sait très bien que c'est l'essentiel des émissions. Donc, on mesure, on fait tout pour réduire. Et c'est important de commencer par faire tout pour réduire nos émissions. Mais malgré tout, les émissions de CO2, ou en tout cas de gaz à effet de serre d'un événement sont dues à 80-90% au transport, la plupart du temps. Sachant qu'on est encore un petit peu débutant dans le calcul des émissions du numérique. Mais donc, que fait-on pour tous les spectateurs qui viennent? Apparaître extrêmement incitatif, extrêmement en lien avec les collectivités et des partenariats de réseaux de transport pour trouver des idées innovantes qui incitent à prendre des transports durables, plus durables, actifs ou doux. Mais une fois qu'on a fait ça, et peut-être qu'on est allé même au bout de l'exercice, qui n'est pour moi encore arrivé à personne. Mais si jamais on arrivait au bout de l'exercice, il reste à adresser le sujet des transports des spectateurs qui viennent de loin,
et qui sont parfois liés à 80-85% des émissions de l'événement. Donc il va falloir trouver des solutions. Structures sportives qui sont parfois très souvent en périphérie. Je pense à l'hippodrome, par exemple, de Longchamp, qui est un endroit tout à fait sympathique. Mais à l'autre bout du bois de Boulogne, il faut marcher très longtemps. Enfin, bon, lui, il est accessible. Il est accessible, mais en transport. Mais ouais. c'est un petit périple quand même pour y aller. Le Stade de France de Saint-Denis, c'est assez bien desservi aussi, mais malgré tout, c'est vrai que c'est pas forcément le plus accessible non plus. Mais là, on prend du lieu d'hébergement jusqu'au lieu du spectacle. Et ça, c'est presque facile, entre guillemets, avec beaucoup de volonté et beaucoup de partenariats à adresser pour un organisateur. Le vrai sujet, c'est celui qui vient de loin et qui va jusqu'à son hébergement et qu'on se doit de prendre en compte. Oui, c'est vrai, ouais. Et donc, oui, c'est un vrai challenge qu'on ne peut pas traiter seul chaque événement. Et c'est là qu'il y a un vrai défi à relever, il y a des vrais travaux en commun à mener. Est-ce que vous avez des partenariats ou des pistes de partenariat avec des acteurs du monde des transports pour essayer d'inciter au maximum ces utilisateurs qui viennent potentiellement de loin à utiliser des solutions le plus éco-responsables possible ? On étudie des pistes, il y a déjà des événements qui le font, qui incitent avec un partenariat avec le réseau européen SNCF, d'inciter, d'avoir des tarifications particulières pour tous ceux qui viennent en train, à partir du moment où ils ne viennent pas de loin. Donc oui, il y a déjà des bonnes pratiques de ce point de vue-là, incitatives et qui donnent lieu à une petite mesure qui va être bénéfique pour l'utilisateur. Vous aviez peut-être une réaction, Amandine ? Sur ce sujet-là, je partage ce que dit Viviane. Peut-être c'est vrai que sur le transport, hébergement, lieu de pratique, même si le lieu de pratique est un peu éloigné, aujourd'hui, l'organisateur et avec les collectivités, les territoires travaillent pour avoir des formes soit de transport en commun, soit même d'imaginer à certains moments, on a eu le cas il y a 2 ou 3 ans sur des demi-finales du top 14 de rugby à Bordeaux où ils ont travaillé sur un accès centre-ville, stade à vélo, faisant venir plus de 5000 spectateurs à vélo et en travaillant pour que cette voie verte finalement reste pérenne pour après les stades, les matchs du club de foot professionnel. Donc là, c'est vrai qu'on arrive à trouver des formes de solutions sur les spectateurs qui vient de très très loin. C'est aussi une question qu'on se pose à un moment à plus long terme, d'imaginer finalement c'est quoi l'événementiel sportif de demain, aligné avec tous les enjeux planétaires. Donc, est-ce que dans 15-20 ans, finalement, le spectateur qui fait le tour du monde, néo-zélandais, pour venir voir un match de Coupe du Monde de rugby en France, est-ce que ce sera toujours possible au regard des enjeux qu'il y a aujourd'hui, le coût de l'énergie, les sujets carbone. Donc, du coup, c'est vraiment ces réflexions-là qui sont, pas que chez nous, mais par ailleurs, et même le Covid a montré aussi une forte appétence du spectateur derrière son écran ou les sujets numériques, de spectateurs un peu plus locaux. Est-ce que ce sera ça ? Est-ce que ce sera pas ça ? En tout cas, pour moi, les gros challenges que l'on a, c'est d'avoir un petit coup d'avance et de commencer à réfléchir à toutes ces perspectives de l'événementiel de demain, parce que sur du très gros événementiel sportif, il y a une question quand même d'acceptabilité des citoyens qui est de plus en plus fragile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça questionne quel est l'impact environnemental, quel est l'héritage sur le territoire, combien ça coûte, pourquoi, comment, quelles sont les démarches qui seront mises en œuvre. Ça questionne de plus en plus et du coup tous ces sujets-là de dire l'événementiel, je pense que oui il en faut parce que c'est vecteur d'émotion, c'est vecteur de partage, c'est des moments où comme l'a dit l'intervenante, on peut faire passer des messages dans d'autres milieux que le milieu scolaire, professionnel ou tout le temps. Il y a ce sujet d'émotion et on a pu souvent échanger avec les collègues des sciences comportementales ou comment on peut surfer sur ce levier-là pour faire passer des sujets. Donc, mais quel type d'événementiel demain ? Avec quel type de spectateurs ? Est-ce qu'on aura toujours des arénas à 80-90 000 personnes ? Est-ce que ça sera possible ? Et je pense que c'est tous ces sujets-là qui engendrent en suivant les autres thématiques. Quelle est la question du transport, de l'alimentation, des déchets, et ainsi de suite. Côté Jeux Olympiques, est-ce que vous avez
Alors là, pour le coup, On est en plein dedans. oui, on est en plein dans le sujet, mais parce qu'effectivement, là, on attend des millions de spectateurs, bon, sauf si on a une épidémie qui surgit à nouveau, mais a priori, si tout va bien de ce point de vue-là, on attend quand même un nombre de spectateurs énorme, et là, on est en plein dans la difficulté qui était évoquée à l'instant. Là, pour le moment, on n'a pas résolu la question, on n'aura pas, à mon avis, d'ici 2024, on n'aura pas pu résoudre la question, et on voyait bien que les Jeux de Tokyo sans spectateurs, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est vrai que tout le monde a eu un sentiment. Enfin, je sais pas. Je veux pas parler pour tout le monde, mais enfin, beaucoup de gens autour de moi disaient, oh, c'est des jeux un peu tristes. On voyait tous ces équipements gigantesques. Ça a été quand même un travail colossal mené par les Japonais. Je crois que ça a été les jeux les plus chers jamais organisés. Et on se disait, tout ça pour des spectateurs qui n'étaient pas présents, c'était un peu triste. Et en même temps, la réflexion que ma collègue évoquait à l'instant, elle est inévitable. Et en même temps, des festivals sans les spectateurs c'est pas pareil, dans le Palais des Papes à Avignon, par exemple. Je crois que l'idée, c'est pas de spectateurs. Non, je sais bien. C'est d'où ils viennent quelque part. Et est-ce qu'on pourra, est-ce qu'à un moment donné, on pourra continuer à se dire, on y va, on parcourt le monde et on le fait. Je pense que c'est une réflexion un peu plus globale qui se pose. Mais on est vraiment on sent bien qu'on arrive là, effectivement à la croisée des chemins. Là, c'est clair. C'est clair. Et on peut pour autant, on peut pas vraiment imaginer un événement international avec que des personnes locales. Là, l'ambiance aussi en prendrait un coup. Donc, c'est des sujets, je sais, qui sont déjà dans des conclusions de rapports. Il y a des vraies solutions à trouver, mais il ne faut pas oublier que cette dimension internationale, elle est aussi due à l'ambiance qu'il peut y avoir dans les... Et puis surtout, est-ce qu'on va pouvoir regagner des matchs avec l'équipe de France si on n'a pas le public ? Déjà, avec le public, parfois, c'est difficile. Alors là, vraiment... Marilyn, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qu'on vient de se dire ? Ce sont des sujets aussi qui sont abordés dans le cadre des festivals. La question de la taille des événements se pose de plus en plus. On avait organisé, nous, une table ronde dans le cadre des rencontres et débats des transmusicales. On était en décembre 2019. C'était sur la taille, comment on regarde et on apprécie la taille de l'événement. Est-ce qu'on peut continuer à grossir ? Parce qu'on est, pour le milieu culturel, dans une dynamique depuis quelques années qui veut que, pour des raisons économiques, les festivals ont plutôt tendance à grossir en permanence. Et ça nous interrogeait. C'était encore peut-être un petit peu tabou quand on l'a abordé en décembre 2019. Mais là, clairement, depuis 2 ans, c'est un sujet qui est revenu quand même assez fréquemment et qui, on le voit bien dans les échanges là autour de la table, est assez complexe. À apprécier, même si par contre, la question ne se pose peut-être pas exactement de la même façon pour les festivals. On est dans les enquêtes publiques, et y compris pour des festivals comme Avignon, très connus. On est souvent quand même sur des festivaliers qui sont du territoire, peut-être plus que pour des événements sportifs. Ça, c'est une réalité. Mais malgré tout, on a, par contre, dans le milieu des festivals, et en tout cas pour ce qui est de la Bretagne, ça a été montré dans plusieurs études, c'est peut-être une particularité par rapport à d'autres régions. Et on est également beaucoup sur des événements en milieu rural, ou en tout cas pour lesquels on n'a pas un accès facilité à des transports en commun, et où l'usage de la voiture est vraiment le moyen de déplacement prédominant. Ah bah, et donc, même quand Caresse en voiture, ça ne se fait pas. Hein. Moi, j'y suis allée, c'est pas possible. Alors, même si Carhaix, c'est rempli de Bretons, c'est rempli de Bretons qui sont venus en voiture. Voilà. Et donc, on a quand même un travail conséquent à faire, et ça pose ce sujet délicat de la course à la croissance et à l'augmentation des jauges pour pouvoir tenir économiquement son budget, et tout en se disant aussi qu'on apprécie la foule. Et la foule et se sentir nombreux, ça fait également partie de l'expérience. Donc, on est vraiment là sur un sujet qui va nous occuper, je pense, dans les années à venir, mais dont on ne peut pas faire l'économie du débat et des solutions.
Oui, et puis il y a aussi ce sujet de cohésion et de cohésion des territoires et d'accessibilité au niveau social aussi. Est-ce que voilà, l'impact écologique d'une action, c'est important, mais l'impact social, l'impact en termes d'émotion, c'est aussi important aussi. On ne peut pas tous vivre derrière nos écrans et ne plus jamais faire des choses en présentiel. On a aussi besoin de rencontrer d'autres gens, de s'ouvrir l'esprit. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En C'est un fait, ça sujet sur reste un lequel, équilibre dur à trouver. ouais, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup et qui nous intéresse parce que il y a quelques années, les festivals, en tout cas membres du collectif, nous avaient dit ah, on est quand même toujours un petit peu peiné quand, suite à l'événement, le compte rendu qui peut en être fait, c'est justement la jauge. Voilà, on était combien et on aimerait bien que l'on puisse parler de nous autrement parce qu'on est un acteur du territoire. Certes, le festival peut durer 4 jours, 10 jours et repartir, mais on représente autre chose. Et donc, on a mené un travail sur l'utilité sociale qui permet aussi de se dire, oui, on a un impact environnemental qui est négatif, là, c'est très clair. Mais par contre, le festival est parmi le secteur, enfin, en tout cas dans le secteur culturel, un des événements sur lequel on a le plus de primo-spectateurs, en tout cas des personnes qui fréquentent peu les lieux culturels, mais qui viennent quand même en festival. C'est un lieu où on a beaucoup de bénévoles. Donc, c'est un lieu où on peut aussi travailler la reconnaissance dans l'espace social, etc. Donc voilà, c'est toute la complexité de la thématique entre impact social et impact environnemental. Et c'est sûr qu'on a beaucoup parlé des pratiques sur le temps de l'événement, mais en fait, le monde du sport comme le monde de la culture, c'est une dynamique beaucoup plus globale. Donc oui, le festival, c'est peut-être 2 jours, mais c'est 3, 4 mois de travail avec des gens qui sont employés, des bénévoles. C'est pareil pour les événements sportifs. Derrière, il y a toute une vie derrière ce sport avec des clubs en pro, en amateur. Et ça a un impact social, même citoyen très très fort. Donc en fait, il y a peut-être un coût écologique sur le tenté, mais parfois ça vaut aussi ce coût parce que derrière il y a énormément de choses qui sont très très vertueuses. On arrive quasiment à la fin de la table ronde et je vous propose de clôturer sur une question un petit peu ouverte. Pourquoi, selon vous, cette dynamique autour de la culture et du sport, pourquoi est-ce que ces deux interfaces, qui sont des interfaces avec des utilisateurs de tout âge, de tout milieu socio-culturel, selon les différents sports ou différentes institutions culturelles qui sont derrière, ça peut être des interfaces privilégiées pour parler de ces questions d'éco-responsabilité. Est-ce que c'est un moment où on est plus capable de toucher le public, de toucher quel type de public? Peut-être des publics qui sont moins sensibles à ces thématiques parce que plus éloignés en termes géographiques de ces questions qu'on a peut-être plus en tête en ville parce qu'on le vit tous les jours, la pollution, le bruit, les déchets, on les voit en fait, donc on sait que ça existe. Ou peut-être qu'on peut toucher aussi des gens sur des moments d'émotion privilégiés ou même cognitivement, on est plus à l'écoute de ces questions-là. Quel est votre point de vue, votre vision là-dessus? Je pense que, enfin, on en a un peu parlé, mais c'est vrai qu'on est sur nos 2 leviers, le sport ou la culture. Voilà, toucher les gens, les personnes sur des temps de loisirs où ils sont peut-être un peu plus ouverts pour qu'on puisse faire passer des messages sur un temps qui est un peu défini. Donc c'est vrai que se dire que on propose une alimentation végétarienne sur des journées d'événementiel sportif, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut tenter. Après, c'est aussi la vitrine que ça offre de pouvoir toucher le plus grand nombre. Du coup, qu'on soit en présentiel ou qu'on soit même finalement téléspectateur, du plus jeune au plus âgé. Donc je pense qu'on a ces 2 leviers avec aussi de formidables ambassadeurs qui peuvent à un moment donné parler notamment aux jeunes. Donc je pense que c'est comme ça, sur un levier un peu d'éducation, sensibilisation, qui est plutôt intéressant et très complémentaire de ce qu'on peut avoir, notamment dans le milieu scolaire ou universitaire. Oui, je suis complètement d'accord.
Ce qui est sûr, c'est que le spectateur, par exemple sur un spectacle d'une journée, il est beaucoup moins qu'avant sur le sport lui-même ou le festival lui-même. Il va dans les allées, il va vivre une expérience complète. Et ça, on le voit très bien dans les enquêtes qu'on mène. Et donc, c'est le moment de passer des messages. Il a plus de temps pour autre chose que pour du sport. Et c'est le moment de faire passer des messages. Et je pense qu'un lieu de fête comme ça, il y a énormément où on consomme 70% des spectateurs consomment quelque chose. Donc, un gros message à faire passer sur l'alimentation, vont avoir un déchet quelconque, gros message partout à faire passer, ça peut être de la biodiversité. On voit aussi que les médias sont de plus en plus demandeurs des à côté, autre chose que l'événement pur, et des à côté, qu'est-ce que vous faites, et ça intéresse le public. Et puis après, moi je reviens sur l'idée que un événement, il a des artistes, il a des athlètes, et que ces messages par leur bouche passent très 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 bien auprès de leurs fans. Et c'est très très important de compter sur eux. Encore une fois, je trouve que les artistes, je suis assez admirative par l'engagement des artistes. Et sur le plan social, beaucoup aussi les sportifs. Un peu moins parce qu'ils sont moins légitimes sur un plan environnemental. Ils sont moins les ambassadeurs du développement durable. Mais malgré tout, c'est un levier énorme parce qu'ils sont des valeurs modèles suivies par des fans, et que là, l'événement, il permet ça. Et je pense que du coup, c'est l'événement, il concentre tout un tas de spectateurs et aussi de téléspectateurs, et que les messages sont plus faciles à entendre aujourd'hui parce que l'à côté intéresse aussi. C'est plus facile, oui, d'innover en inspirant les gens. Et en fait, c'est des leviers tout simples, hein, pas d'intelligence artificielle ni rien, mais le bon sens, l'émotion. Et en fait, on peut se fixer des objectifs en termes global. Oui, exactement. Moi, je dirais que là, pour le coup, les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui sont un événement mondial, Oui. Où il va y avoir une concentration d'attention. Là, il y a beaucoup à faire. Oui, voilà, c'est quand même. Et puis la question de l'éco-responsabilité, du développement durable. Bon, là, on sort d'une COP26 qui n'a pas été une franche réussite, malheureusement. Mais bon, c'est vrai que c'est un moment d'attention très fort où on peut faire passer des messages. Où je pense que beaucoup de gens auront peut-être à cœur de faire passer des messages. D'autant que, comme il a été dit tout à l'heure, c'est précisément ces types de manifestations que sont les Jeux qui posent aujourd'hui parfois problème et qui ne suscitent pas l'adhésion qu'ils ont pu susciter à une époque. C'est vrai que c'était d'ailleurs, ça s'est vu au moment de Tokyo d'ailleurs. Les Japonais étaient très très opposés à beaucoup de Japonais, pas tous, mais beaucoup de Japonais ont manifesté leur opposition à la tenue des Jeux. Et en France, très clairement, c'est vrai que la contestation des Jeux, elle a eu lieu. Et la tribune dont je vous parlais tout à l'heure, la tribune des sportifs pour défendre les Jeux, elle n'était pas anodine, et elle était justifiée. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement a bien senti qu'il fallait faire passer des messages, puisqu'on parlait de faire passer des messages, de faire passer des messages importants en direction des citoyens, des messages qui allaient dans le sens justement de l'éco-responsabilité, du budget maîtrisé, d'un événement le plus territorialisé possible, et pas seulement en métropole, mais aussi en Outre-mer, puisqu'il y aura des épreuves olympiques en Polynésie française. Donc l'idée vraiment, c'était de faire accepter ces Jeux, et je pense que des messages pourront être passés justement à l'occasion des Jeux, et même dans la période qui va précéder les Jeux, parce qu'après tout, l'Olympiade culturelle, elle est là pour quelque part annoncer les Jeux et pour les voir arriver. Et donc c'est dans toute cette période qui va précéder les Jeux aussi qu'on peut faire passer des messages. Je pense que c'est vous tout à l'heure qui parliez du vecteur de la communication, du marketing. Oui, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Fenêtre de tir pour évidemment, parler de ces sujets et sensibiliser des gens qui sont pas forcément déjà sensibilisés à la cause, en fait. Et dans des grands événements quand on a des événements de cette importance-là, qui sont vraiment, ça fait 100 ans que Paris n'avait pas eu les Jeux, c'est 1924, 2024. Donc on a une opportunité d'avoir un projecteur comme ça sur la France pendant un peu plus d'un mois. C'est l'occasion peut-être d'en profiter pour faire passer ces messages. Oui, et c'est vrai qu'on le voit sur les Jeux, en tout cas la façon dont c'est perçu, c'est plus de se dire maintenant, bon, c'est un énorme challenge, mais c'est aussi une énorme opportunité. Donc en fait, on ne peut pas ne pas faire, mais par contre, comment est-ce qu'on peut faire différemment ? Parce que oui, en fait, c'est plus possible d'avoir des coûts pharaoniques en termes d'éco-responsabilité, mais aussi économiques, et quelque chose qui est socialement pas forcément au bénéfice de tous les citoyens, alors que c'est quelque chose qui est quand même porté par tous les Français.
Donc non, c'est vrai. Marilyn, est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette dernière question d'ouverture? Mais question en plus sur laquelle je milite beaucoup au sein du collectif des festivals. Je pense que c'est vraiment un élément avec lequel je suis arrivée. Et c'est cette question de la responsabilité. C'est-à-dire que je pense que quand on organise un événement, on a une responsabilité forte vis-à-vis du public, hein, et qu'on ne peut pas ne c'est important de travailler les modes de production, c'est important de changer ces modes de faire, mais par contre, on ne peut pas ne pas communiquer dessus, ne pas dire qu'est-ce que l'on fait, être transparent sur les étapes où on en est, les choix que l'on fait. Et ça, c'est dans une vision de sensibilisation. Et voilà, ça me paraît être un élément fondateur d'une démarche de RSE. C'est au-delà des changements de mode de production, c'est également impliquer l'ensemble des parties prenantes et les festivaliers, et leur dire très clairement voilà ce que nous on fait, ce qu'on propose en matière de développement durable, de transition écologique. On n'est pas forcément parfait, on a encore un long chemin à faire, mais est-ce que vous voulez bien le faire avec nous? C'est vraiment, je pense, le message que doit faire passer un festival et sur lequel il doit travailler. C'est vraiment sa responsabilité d'organisateur vis-à-vis des publics. Super. Il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que vous avez des questions dans le public ou je n'ai pas vu de questions non plus de la part des gens qui sont en ligne, mais peut-être que ça se met pas à jour mon truc, mais où il n'y a pas de questions. Ah, une petite question, Maxime. Merci pour toutes vos interventions. Ma question s'adresse plutôt à Monsieur les Jeux Olympiques, mais peut-être que tout le monde pourra répondre. Donc sur cette édition de Paris 2024, si j'ai bien compris, c'était un objectif de jeu durable. Et avec une grosse aussi attention sur le secteur culturel, avec les Olympiades culturelles qui vont se dérouler en parallèle et avant jusqu'à mener à ces Jeux-là. Est-ce que ce sera aussi l'occasion du coup de faire la promotion de la culture durable au sein de ces Jeux-là ? Bonne question. Oui, je l'espère, vraiment. Enfin, c'est tout l'enjeu justement de la sélection des projets culturels qui vont être proposés pour l'Olympiade culturelle, précisément. C'est de voir s'ils répondent à des critères de développement durable et d'avoir donc des propositions qui seront les plus satisfaisantes de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Alors, je dis pas qu'on y parviendra dans tous les cas. Par exemple, je pense au musée du Louvre, hein, tous nos grands établissements. Et j'avoue que quand j'ai fait la tournée de tous nos opérateurs sous tutelle du ministère de la Culture, hein, j'ai été frappé de voir à quel point ils étaient tous prêts à s'engager dans cette aventure olympique. Mais par exemple, le musée du Louvre qui prévoit de faire une grande exposition autour du thème de la victoire, de la paix, avec le musée national du sport. D'ailleurs, l'exposition commencera à Nice au musée national du sport, puis elle sera en 2024 à Paris au musée du Louvre. Là, effectivement, est-ce que cette exposition présentera toutes les qualités en termes de développement durable? J'en suis pas certain, malheureusement, puisque effectivement se pose toujours pour les expositions la question du transport des œuvres. Est-ce qu'on est déjà en mesure aujourd'hui d'assurer un transport durable des œuvres? J'en suis pas certain. Je pense malheureusement, on n'a pas encore tous les moyens de le faire. Mais c'est vrai que autant que possible, sur les projets qui nous seront présentés, on veillera à voir si les porteurs de projets ont intégré cette préoccupation. Et donc, si on aura bien des projets des projets culturels durables, en fait. Voilà. Est-ce que, c'est ce que Marilyn disait, hein, communiquer dessus, est-ce que c'est pas aussi un vecteur aussi important oui, en fait, sensibiliser les gens au fait que cet événement, en plus d'avoir un contenu qui vous intéresse, eh ben, il est éco-responsable. Et en fait, ça compte pour moi dans mon choix en tant qu'utilisateur. Donc, ça fait aussi partie de toutes ces missions de sensibilisation qui vont avec les missions de démocratisation culturelle. Mais ça peut être aussi des valeurs qui se retrouvent au plus près des enfants, dans les clubs de sport. Enfin, tout ça, c'est assez relié. C'est de la transformation des esprits. Je crois que... Ah, une autre petite question, Marianne.
Bonjour à tous. Une question peut-être un peu de niche. Quel est le lien que vous faites avec les ODD? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous travaillez? Parce que ça reste un objet qui est plutôt connu du grand public en termes au moins de communication et de valorisation de tout ce que vous mettez en place. Alors, oui, pour le coup, côté ministère, où on s'attache sur les outils qu'on peut co-construire avec les réseaux, à finalement les montrer en quoi, en fait, ils peuvent répondre aux différents objectifs de développement durable. Et on s'attache aussi à communiquer envers notre réseau privilégié, qui est le mouvement sportif, les fédérations sportives, voilà, à montrer un petit peu, à échanger autour de ces ODD et à les inviter à construire leur stratégie RSE en lien avec ces ODD et à montrer finalement voilà, comment, dans leur action, ils répondent à certaines cibles et vers quelles autres cibles ils pourraient voilà, étendre leur activité. Je sais pas, Viviane. Oui, non, mais je complète. Oui, on travaille dessus. Alors, on avait fait une stratégie RSE avant que ne sortent les ODD. Mais depuis, on s'est attelé à les étudier un par un. Et c'est vrai qu'on est concerné par tous parce qu'on est une fédération et parce qu'on organise des événements et parce qu'on est aussi un siège. Et du coup, on s'est attaché à faire correspondre notre stratégie aux objectifs de développement durable qui étaient sortis un petit peu après. Oui. Je crois que c'était la dernière question. Alors, notre table ronde touche à sa fin. Merci beaucoup à tous les intervenants pour vos insights, pour vos témoignages, votre présence en présentiel, mais aussi à distance. Très éco-responsable avec pas de transport. On est en plein dans le sujet. Merci pour tout ça, c'était vraiment super. Et j'espère que les gens qui nous ont écoutés, ça a été source d'inspiration, mais aussi de questionnements très pratico-pratiques et pourquoi pas de mise en relation et autres. Voilà, on était ravis de vous avoir avec nous pour ce mois de l'innovation publique. N'hésitez pas à nous envoyer des messages par mail si vous avez plus de questions sur les contenus, ce qu'on fait, pourquoi pas aussi des outils, même des références par rapport à ce qui a été dit. Vous pouvez nous contacter sur futur avec un S, public avec un S, .ditp@modernisation.gouv.fr. Ça, c'est une adresse mail qu'on consulte beaucoup pour tous les acteurs de la transfo. Et on a aussi une adresse mail dédiée au mois de l'innovation publique, c'est moi.innovation.public@ditp@modernisation.gouv.fr. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on peut répondre à toutes vos questions et on est à l'écoute. Merci. Merci.